Oh, OMG, OMG. C'est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut parler du politisme? Il faut savoir que il y a quelque temps, dans les colonnes de quel journal a fait ça? Je crois que c'est Libé. C'est peut-être Libé. Je dis peut-être une connerie. Dans les colonnes de Libé, il y a l'appel contre Bolloré qui est sorti. Je sais plus comment on appelle ça, mais en gros voilà. Et ça a déclenché un peu un gros drama, surtout que c'était au moment de Cannes avec le Jean Moulin apolitique. Et donc toutes les personnes qui ont participé à cette tribune se sont retrouvées blacklistées. Et la musique était un petit peu genre pas le parent pauvre, mais en tout cas il y a eu la même chose dans l'édition avec bref, il y a eu la même chose avec la maison d'édition rachetée par Bolloré. Et donc la musique était dans les grands genre dans les grands domaines artistiques celui qui avait le moins réagi, on va dire, à cette histoire-là, et donc se préparer depuis quelque temps une réponse par le biais du collectif qui s'appelle Culture en lutte, qui est un collectif qui s'est créé, je crois, pour l'occasion, si je dis pas de bêtises. Et donc Politis leur a accordé un numéro entier pour parler de la musique. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, puisque pour une fois, il y a la musique quelque part, et ça c'est chouette. Mais il y a deux, trois petits trucs qu'on peut dire. Puisque, effectivement, à chaque fois, en fait, aussi, là, je laisserai peut-être aussi mes camarades qui, eux, font des trucs sur le ciné et sur la littérature. À chaque fois, il y a un peu le truc de dresser un constat et de s'en arrêter au constat que tu dresses. Et, ah oui, auparavant, hyper important, hyper important. Pourquoi est-ce que je suis un petit peu méfiant à l'égard de Politis? Je vais vous montrer exactement pourquoi. Politis est donc un journal 100% indépendant et engagé. Jusque-là, tout se passe bien. Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, ah, mais moi, je croyais que Politis c'était bien parce que c'est indépendant. Et donc, du coup, je lis Politis et je suis heureux. Et pourquoi tu critiques? Finalement, vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit. Mais, bon, en gros, on va partir peut-être d'un truc plus simple. Le mec qui a écrit l'édito, qui est en gros le rédac-chef de Politis, il s'appelle Pierre Jacquemin. Pierre Jacquemin, il est aussi chef rédac d'une revue qui s'appelle Regard. Revue qu'il a cofondée avec une femme qui s'appelle... Ah, je l'ai envoyée la dernière fois, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais taper le truc. Je crois que c'est Catherine Tricot. Voilà, Catherine Tricot est une très grande amie de Clémentine Autain. Et au moment où Clémentine Autain s'est barrée de la France Insoumise, ils ont tous dit, sur ce média qui s'appelle Regard, ils ont tous dit, ah, Clémentine Autain s'est barrée de la France Insoumise, Mélenchon a perdu. Et ce sont les mêmes personnes, parce que à Regard, il y a aussi une personne qui s'appelle Pablo Pio-Vivien, qui est... comment on peut décrire ça? Qui est genre ouais, un journaliste de centre-gauche qui, une fois sur deux, est un peu basé. Mais du coup, c'est un peu ça aussi le truc, c'est que c'est tout un petit milieu de centre-gauche, pas trop décolonial, enfin pas trop antiraciste et tout, qui aime pas trop la radicalité non plus. Donc, dans ces conditions-là, dans quelle mesure on peut leur faire confiance pour produire un journal sur la musique? Puisque précisément ce dont on a besoin en ce moment, c'est de radicalité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, enfin, oui, enfin, si, c'est moi qui le dis dans ce cadre-là aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a aussi une demande de la part des différents acteurs, de la part des différentes personnes dans le monde de la musique, aussi d'une forme de radicalité vis-à-vis des différentes solutions qu'on peut apporter et des différents constats qu'on peut tirer. Mais c'est là aussi où on se fait un peu avoir, c'est que la plupart du temps, la radicalité, elle n'est pas sur le constat, mais elle est sur la solution à apporter. En tout cas, elle est sur l'analyse qu'on tire du constat. Et la plupart du temps, ce que font, en tout cas là, ce que je trouve aussi qui est fait dans ce journal, mais après on va lire et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, la plupart du temps, ce qui est fait dans ce genre de journal, c'est de faire un constat, et de s'arrêter au constat en mode, oh là là, dites donc, faut faire attention, hein, parce que ça va se... Hein. Bon. Hein. Bon. Voilà, la plupart du temps, c'est ça aussi, moi, ce qui me gêne et ce qui me frustre dans ce genre d'initiative, c'est que, à un moment donné, ça s'arrête en chemin. Ça s'arrête en chemin au moment où il va falloir commencer à dire, mais là, en fait, je m'avance sur le sujet, il faut pas que je fasse ça parce que c'est une mauvaise idée, mais ça se, ça se contracte dans des sensations d'exceptionnalisme, dans genre le moment dans lequel on vit est un moment exceptionnel, et donc il faut un numéro exceptionnel, et donc l'exceptionnalité des constats amène à l'exception des solutions.
Mais du coup, si c'est l'exception des solutions, ça veut dire que le reste du temps, ça allait. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais on va y arriver petit à petit, notamment en commençant par l'édito de notre cher Pierre Jacquemin. C'est aussi l'exception qui rend un constat normalisable. Complètement. Complètement, c'est le moment où tu es dans la situation d'exception que tu peux te permettre de dire bon, là c'est grave, mais Et la fois d'après, t'arrives, tu fais bon, là c'est grave. Et en fait, ça crée aussi un peu un sentiment de manque de confiance vis-à-vis des gens. I guess c'est une porte d'entrée pour la médiatisation. Oui aussi, il y a souvent ce truc-là de se dire si je renforce le sentiment d'urgence, alors je vais renforcer les gens qui vont venir vers moi. Et c'est un truc dont parlait justement Léane Alestra, la meuf qui a écrit le livre Les mecs hétéros le sont-ils vraiment. Il y a quelques jours sur Insta, elle parlait du fait qu'elle avait relayé un problème qu'il y avait eu dans un planning familial. Voilà, dans un planning familial, qu'il y avait eu un problème dans les plannings familiaux de Bordeaux et qu'il y avait une suppression des subventions du planning familial de Bordeaux. Et elle parlait du fait que son réseau social avait été beaucoup plus vu au moment où elle avait dit alerte, alerte, il y a un problème, qu'au moment où elle avait dit la mobilisation a fait gagner. Et que du coup, cet effet d'exceptionnalisme nous maintient dans une boucle dans laquelle on va pas plus loin que il faut se mobiliser pour ce truc-là, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le problème aussi avec le fascisme. J'ai un doute sur un truc, attendez. Mais c'est aussi un petit peu ça le problème avec les offensives du fascisme, c'est que malgré tout, on est quand même un petit peu contraint à répondre sans cesse et sans cesse et sans cesse aux différentes attaques. C'est le même truc qu'il y avait eu quand il y avait eu Christelle Morancet qui avait réduit de je sais pas combien, de 40% je crois, le budget de la culture dans la région de Nantes, c'est que justement, on était réduit à pas pouvoir proposer d'alternatives, mais toujours proposer quelque chose contre lequel lutter. Et ça, c'est un truc, Victor, tu vas voir de quoi je parle, mais lutter contre non, sortir de notre impuissance politique, justement, se mettre dans le mouvement de lutter contre, c'est aussi se mettre dans le mouvement de soutenir ce qu'il y avait avant. Et du coup, ça nous enferme, je pense, dans une dynamique défensive de laquelle on ne peut pas sortir tant qu'on propose pas quelque chose d'extérieur, tant qu'on n'affirme pas quelque chose vis-à-vis du reste. Voilà. Donc, on va lire deux trois trucs. Il y a des trucs sur lesquels je suis vraiment pas qualifié pour parler, donc je vais laisser ça à mes camarades de l'internet mondial. Par exemple, le truc sur la mutualité. Il y a un très bon livre, je l'avais mis là parce que je pensais en parler à la base, mais en vrai, je pense que c'est pas la priorité ce soir. Qui est un livre de Nicolas Dal Silva qui s'appelle La bataille de la Sécu. Très très bon livre sur la mutualité et tout ça. Et sur le chemin qui a amené à créer la sécurité sociale. Mais non, moi je pense que je vais pas parler de ça. Je vais surtout parler sur la richesse, la musique crée de la richesse. Pourquoi la filière s'appauvrit-elle? Ariane Labed, Medine et Blandine Raquel, je me suis dit que j'allais pas le faire parce que donc voilà, on va parler. La carte blanche à Abby Beach, elle est bien. Après, enfin, c'est Politiscore. Donc moi, j'étais un peu en mode, je vais pas y react forcément. Parce que je trouve que c'est bien ce qu'elle dit, mais c'est un peu axé individualisme. Enfin, pas individualisme, mais axé perspective individuelle. Et c'est pas forcément ce dont j'ai envie de parler. Le Cabruel, il y a le très bon numéro de Mosaïque sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la musique. Oui, complètement, complètement. Il y a le très bon numéro voilà, de Mosaïque, donc je vais pas revenir dessus non plus parce qu'en vrai ils ont trop bien fait le taf et j'ai pas grand chose à rajouter. Par contre, on va parler de l'IA parce que j'ai des takes sur l'IA. On va parler de Dominika et de Samias Djilji parce que je trouve que c'est intéressant. Et s'il nous reste un peu de temps, les intersections par Myriam Baafou, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que j'aime bien déjà cette autrice, j'ai lu un truc qui s'appelle Héropolitique de sa part, et c'était très cool. Et du coup, j'ai un peu envie de dig aussi, et puis même de continuer à partager. Et puis voilà, on va faire l'appel des cultures futures. On va voir ce que ça donne. Et puis après, puis après voilà. Et après, j'aimerais bien faire le lien avec Mélenchon et sa pensée sur les réseaux et son analyse. Et justement, à quel point il faut renouveler les analyses du capitalisme pour réussir à penser les perspectives dans la musique. Voilà. Alors. Pierre Jacquemin va nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de consacrer un numéro entier à la création musicale. Pourquoi faire de cette question ah oui, ah putain, ça va être chiant, ça va être trop chiant. Ok, pourquoi consacrer un numéro entier à la création musicale? Pourquoi faire de cette question, qui pourrait sembler sectorielle et réservée aux professionnels de la culture, l'axe central de notre journal? Parce que parler de musique aujourd'hui, c'est parler de démocratie. Bon, déjà, mais il faut pas que je sois... En fait, le problème, c'est qu'il faut pas que je sois trop mauvaise langue parce que je vais avoir un peu envie de critiquer à tort et à travers. Parce que parler de musique aujourd'hui, c'est parler de démocratie. Non, non. La réflexion sur l'art a des
Parler de la musique, c'est parler de la démocratie. Ben non. Parler des formes d'organisation politique et parler de musique. En fait, c'est-à-dire que je vois le raccourci fait instantanément pour agiter le green flag de si on parle de musique, c'est forcément parce que c'est bien et parce que c'est la démocratie. Désolé, il existe une musique totalitaire. Et vous la faites quand même exister quand vous parlez de musique. À partir de là, est-ce que si on part du principe que la musique est profondément totalitaire, puisqu'on ne parle pas de la nature de la musique, est-ce qu'on parle quand même de musique malgré le fait qu'elle soit totalitaire? Parce que par exemple, quand on parle de musique euh, enregistrée actuellement, il y a quand même toute la perspective du fait que c'est une personne qui parle. Donc, par exemple, dans plein de morceaux, tu peux dire, et même dans le cas des artistes qui après se font cancel et tout, tu peux dire que c'est aussi une manière d'imposer sa parole qui est très peu démocratique. Les formes de composition, mais là, je fais vraiment de la critique formelle, hein, mais si tu fais vraiment une forme de composition tout seul, ou tu fais tout seul et tout ça machin, on peut dire que c'est aussi une forme totalitaire de création, puisque tu t'appliques à faire toi-même tout seul et à imposer ta vision dans un champ qui est le champ de la société. Bon bref, bon voilà, mais il faut pas que je fasse ça sur chacun des trucs, sinon ça va être très chiant. La création musicale n'est pas seulement affaire d'esthétique, ah bon, de goût ou de divertissement, elle est un révélateur. Un révélateur des rapports de pouvoir qui traversent notre société, des modèles économiques qui s'imposent à nos vies, des imaginaires collectifs qui se construisent ou qui s'effacent. Bon, jusque-là. Observer ce qui se joue dans le monde de la musique, c'est souvent voir apparaître, sous une forme concentrée, les tensions qui travaillent l'ensemble du champ culturel et plus largement notre avenir politique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, avec le syndicat des musiques actuelles, le SMA, et le collectif Culture Future, d'ouvrir largement nos pages à ce sujet. Non pour célébrer de manière abstraite le champ de la création, mais pour interroger les conditions concrètes de son existence. Qui crée, dans quelles conditions, qui finance, qui diffuse, qui prescrit, qui décide de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas. Ce qui est en vrai, ce qui est les bonnes questions à poser. Qui diffuse, qui finance, qui prescrit, c'est juste après sur comment est-ce qu'on décide que ça devient un peu une question. Ces questions ne sont pas nouvelles, mais elles prennent aujourd'hui une résonance particulière. La concentration économique qui touche l'ensemble des industries culturelles transforme profondément les écosystèmes de création. Les plateformes numériques orientent les usages et les découvertes à travers des algorithmes opaques. Les catalogues deviennent des actifs financiers. Euh, les logiques de rentabilité immédiate s'imposent toujours davantage aux lieux, aux festivals et aux artistes eux-mêmes. Derrière la promesse d'une offre culturelle infinie se profile souvent une uniformisation silencieuse. En fait, c'est là où aussi on peut revenir sur la critique de l'exceptionnalisme, c'est que ce genre de truc va avoir tendance aussi à masquer les longues et lentes dynamiques qui sont à l'œuvre en dessous. Parce que typiquement, les logiques de rentabilité immédiate qui s'imposent toujours davantage au lieu, en fait, on pouvait le prédire ça. C'est-à-dire que quand tu regardes mis à part, je veux dire, l'innovation technologique, où là je suis d'accord qu'on peut pas vraiment prédire, il y a un moment donné où, bon, voilà, on va pas faire les bandeurs non plus, mais il y a quand même un fond de logique au capitalisme. C'est comme plus tard, il y a un autre truc qui est dit justement là-dessus, où en fait, on pouvait prédire. C'est un peu moi le qui aurait pu prédire de Macron. Bah en fait, on pouvait prédire. Ça fait partie inhérente des dynamiques du capitalisme qu'on a vu. Et c'est aussi un peu la critique que je leur fais sur l'IA, mais j'anticipe, c'est insupportable. Euh, c'est de revenir à la crise précédente pour se dire ah mais il faut faire comme dans la crise précédente, on vit la même chose que dans la crise précédente. Et donc du coup ça a créé un peu un truc en cercle fermé, d'autant plus que les logiques elles étaient à l'œuvre déjà à l'époque. Déjà au moment de la crise du disque, il y avait ces logiques-là, et justement c'était un peu un classique des vidéos YouTube, des trucs comme ça, de dire ah mais regardez c'est tel artiste mangé par le système, machin truc et tout. Enfin je veux dire, ça fait quand même partie d'une longue histoire de l'actualité musicale quoi. Voilà. Les plateformes derrière la promesse d'une ouais, ça j'ai lu. Très bien. Cette évolution n'est pas seulement économique, elle est politique. Car la diversité culturelle ne peut survivre durablement lorsque les moyens de production, de diffusion et de prescription se concentrent entre les mains d'un nombre toujours plus restreint d'acteurs. Le pluralisme des œuvres dépend du pluralisme des structures qui les rendent possibles. Une démocratie culturelle suppose une multiplicité de lieux, de médias, de labels, de salles, de festivals, de scènes et de récits. Pareil, je vais être chiant, mais alors là où ils ont raison, c'est que effectivement l'évolution elle est politique, puisque ça s'est aussi nourri
d'un fond idéologique qu'il n'y avait pas avant. Dans la mesure où que on pense, ce qu'on peut voir quand on, par exemple, avec ce que dit Norman Ajari dans Technofascisme, c'est que de plus en plus, les milliardaires vont investir le champ de l'idéologie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait aussi beaucoup plus ce truc de des libéraux, quoi. Le truc de ah non, on laisse les choses se faire, il faut et du coup à l'inverse l'attaque anti-wokisme qu'on subit depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin bon en fait en vrai maintenant bientôt 10 ans en vrai, parce que c'était 2015 quand même, il y a eu pas mal d'attaques à ce niveau-là, mais je veux dire, Frédéric Vidal à l'université, tous ces trucs-là, ça a été des vrais tournants, ne serait-ce qu'à l'échelle française. Le tournant de la bataille idéologique, on va dire, dans les champs de la recherche, de la musique et tout, effectivement, ça a politisé les ressorts du, de l'industrie. Là où avant, effectivement, elle pouvait être moins politisée et être plus vue comme des actifs neutres. C'est là aussi où on voit qu'il y a une montée d'altérité et une montée de l'adversité dans le champ de la culture aussi. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a cet affrontement aussi maintenant. Entre ceux qui vont soutenir des trucs de gauche, des trucs de droite, bon bref, je vous ferai pas le tableau, on s'en fout. Bref. Mais là où on peut être un petit peu tatillon, pareil, sur la question de la démocratie. Après, c'est un petit peu mon obsession, donc il y a moyen, je force. Mais ce truc de la diversité culturelle et de la démocratie, moi ça me questionne toujours parce que c'est toujours prendre la démocratie pour quelque chose de substantiel, c'est-à-dire pour quelque chose qui véhicule des valeurs morales. Alors que la démocratie, en fait, elle a produit ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est la démocratie qui nous amène à vivre ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est la démocratie qui a permis l'élection de Macron, c'est la démocratie qui a permis... Et après, on pourrait dire c'est une forme viciée de démocratie, mais en vérité, ben, tu votes quoi. Enfin, je veux dire, même si effectivement les médias, tout ça machin. Et moi, c'est là aussi où je suis un peu plus doomer que la ligne qui a majoritairement à la France Insoumise sur le regain de la démocratie, revivifier, redynamiser la démocratie. C'est que malgré tout, ça reste un formalisme. Ça reste de dire la démocratie c'est bien parce que une forme politique est bien. Non, en fait, la démocratie produit aussi dans ses effets matériels, dans ce qu'elle a construit de concret et de réel, ce système politique dans lequel on est actuellement, qui amène à ce que des centaines et des milliers de personnes votent pour des programmes dans lesquels il y a un petit peu des réflexes anticulturels, des trucs qui disent oui mais la culture ça sert à rien. Je vous renvoie à un livre qu'on m'a conseillé qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin on m'en a grave parlé. Il faudrait que je le lise d'ailleurs. Mais sur justement les parasites, et c'est pas Nicolas Framont, c'est Michel Fer, je crois justement, et ce paradoxe-là, de réussir à justement, voilà, comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas une partie de la population qui ait la sensation qu'elle se fait voler son travail, ça part du gâteau. Mais je crois qu'en plus, ils en parlent plus tard, donc il faudra peut-être que je ferme ma gueule aussi à un moment donné. Bref. Euh, mais donc voilà, qu'il y ait des parasites du haut qui empêchent ceux du bas de profiter pleinement de la richesse qu'ils ont créée. Et en fait, et qui du coup amène à voter pour des politiques anticulturelles parce que les artistes seraient des parasites, des gens qui empêchent voilà, les gens de bénéficier de ce qu'ils ont effectivement produit. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est toujours un petit peu la critique que je vais avoir à l'endroit de Politis, c'est de toujours restructurer son argumentaire autour de la question de la démocratie. Ça n'est pas le sujet. Ok. Ensuite, ensuite, c'est aussi pourquoi ce numéro s'ouvre sur l'appel d'Émile, porté par des artistes, des techniciens, des techniciennes, des travailleurs, des travailleuses, des acteurs et des actrices, de l'ensemble de l'écosystème musical. Après le cinéma, après l'édition, c'est ce que je vous disais au début, le monde de la musique prend à son tour la parole pour alerter sur les menaces qui pèsent sur la création et sur les libertés culturelles. Après le cinéma, le contexte est connu. Alors c'est ça aussi où moi j'ai un petit peu du mal. J'ai noté sur mon exemplaire, bon résumé du numéro. C'est-à-dire que pour moi, le numéro se résume à dire le contexte est connu et s'arrêter un petit peu là. Mais j'anticipe encore une fois mes critiques. Bref, c'est insupportable, hein, c'est insupportable. Faut que je me calme. À l'approche des élections présidentielles de 2027, la possibilité d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir n'appartient plus en registre de la fiction politique. Cette perspective oblige le monde culturel à sortir d'une forme de neutralité confortable. Car l'histoire nous enseigne que les offensives réactionnaires commencent rarement par s'attaquer aux seules institutions politiques. Elles visent aussi les imaginaires, les savoirs, les arts et les espaces où s'inventent d'autres manières d'habiter le monde.
La musique le sait mieux que quiconque. Les scènes populaires, les cultures urbaines, les mondes de la nuit, les espaces queer ou les pratiques expérimentales ont toujours constitué des lieux d'émancipation, autant que des cibles privilégiées pour les pouvoirs autoritaires. La création musicale porte en elle une promesse d'ouverture, de circulation. Mais en fait, comme je regarde le chat, en fait, je me perds. La création musicale porte en elle une promesse d'ouverture, de circulation et de métissage que les idéologies du repli ne peuvent accepter qu'à condition de la discipliner. Sur cette partie-là, moi, je serais plutôt d'accord. Je serais plutôt d'accord à ceci près que c'est la question de la forme de neutralité confortable. Encore une fois, on est dans des champs culturels qui sont plutôt, enfin, je sais pas. En vrai, quoique. J'allais dire qu'ils sont plutôt de gauche et donc du coup, moi des fois j'ai un petit peu du mal, mais après c'est comment dire. Là on sort de parce que quand t'es face à quelqu'un qui est en mode ah j'hésite à m'engager machin truc, évidemment que tu lui dis bah oui vas-y engage-toi c'est chouette, signe une pétition c'est déjà bien machin truc. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, on peut aussi se dire peut-être que la neutralité confortable c'est aussi l'engagement un peu mièvre, cet engagement qui justement va signer une tribune et va rentrer chez soi en mode et ça c'est un peu le reproche aussi que j'ai à l'écart de ce genre à l'encontre de ce genre de collectif qui est et ça je sais parce que j'en ai parlé un peu avec eux c'est aussi de dire mais on va pas s'engager tout de suite pour un parti, ça va nous faire perdre des gens. Euh, oui et en même temps ben en fait on n'a pas le choix, enfin comment dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas se leurrer. Les gens, enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi une telle polarisation qui fait que les gens maintenant sont engagés pour l'un ou pour l'autre et qu'il y a la possibilité de les faire changer d'avis à partir du moment où tu parles de l'endroit où tu es. Et pour moi, c'est une des grandes fictions du journalisme de notre époque qui est aussi de dire plus tu resteras objectif, plus les gens te feront confiance. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois 0%. J'y crois 0%. Plus tu dis d'où tu parles, plus tu es sincère et plus tu dis ce que tu es, tu parles de là où tu parles, plus les gens en fait font confiance aussi parce qu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de d'incompréhension, il n'y a pas de tentative d'essayer de démêler. Enfin, à chaque élection, on a le traditionnel alors est-ce que Squeezie va appeler à voter pour l'extrême droite ou pour l'extrême gauche, machin truc. Il y a une forme d'honnêteté et de transparence, je trouve, à avoir vis-à-vis du public, qui est aussi une forme d'éthique dans ton travail. Et je pense que c'est justement ça aussi, la fiction que n'arrive pas à déconstruire des gens, que ce soit des gens dans le milieu journalistique, oui, dans le milieu journalistique, mais aussi des gens dans le milieu prof, des profs, cette idée qui représente l'institution, que du coup c'est un peu sacré, et que du coup ils doivent effacer leur subjectivité pour laisser place à l'objectivité de l'institution, mais cette objectivité-là, elle est construite aussi. Donc en fait on est dans un paradoxe qui ne fait que se reproduire et se reproduire et se reproduire. Excusez-moi. Donc voilà. Moi, c'est un petit peu à cet endroit-là que je suis toujours un peu gêné par ce genre de prise de position. C'est qu'en fait, non, ça n'est pas neutre. Et cette neutralité confortable telle qu'il la visualise, en fait, elle peut aussi s'incarner dans le fait d'être de centre-gauche et dans le fait de dire ah, mais Mélenchon, il parle un peu fort. C'est aussi le fait de ne pas avoir de réflexion stratégique, de refuser le cynisme. Alors, certes, il faut pas être cynique dans la vie tous les jours, c'est chiant. Enfin, en vrai, c'est dur. Par contre, quand on en vient à parler de stratégie politique, il y a une nécessité à considérer le cynisme. Parce que c'est en considérant la donnée du cynisme qu'on s'arme et qu'on se rend capable, en tout cas, de concevoir de la stratégie politique, de concevoir l'action des autres, de se mettre à la place des autres. C'est aussi, il y a une forme, enfin, je trouve qu'il y a dans le cynisme, paradoxalement, un geste de l'empathie qui consiste à aller se mettre de l'autre côté et se dire, bon, ok, si j'étais ce genre de personne-là, comment je ferais pour attirer telle personne à cet endroit-là? Et effectivement, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il y a une nécessité à dire, ben en fait non, on va pas faire comme ça. On va dire qui on est, on va parler en notre nom. Et moi, je trouve que c'est aussi un des grands apports des streamers comme les streamers de la Zawa ou comme des streamers, je sais pas, moi je kiffe bien Bizarre 808 et tout ce machin. C'est je trouve le fait de parler de soi en étant honnête avec ce que tu as traversé, en disant ce que tu ressens, en disant ce que tu comprends des situations, ce que ton intellectualité et ce que justement ton parcours t'ont fait faire et tout ça machin. En vrai, je trouve que ça fait de toi un meilleur intellectuel ou une meilleure intellectuelle. Parce que justement, tu restes dans une subjectivité intense qui moi, euh, qui moi me parle plus aussi. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens d'arriver et de faire un roleplay prolo alors que pas du tout quoi, alors que je suis un bourgeois. Et tout va bien, et tout va bien, et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. Alors, le dernier paragraphe, parce qu'à un moment donné, on y est pour jusqu'à demain, si ça continue.
Face à cela, il ne suffit plus de défendre l'existant. Il faut imaginer autre chose. Les contributions réunies dans ce numéro explorent cette ambition. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu frustrant, c'est qu'ils disent cette ambition demande d'envisager et d'imaginer autre chose. Mais vous allez voir. Et en plus, c'est ça qui est paradoxal, c'est que je trouve qu'il y a plus de propositions, même si elles sont iniques et elles n'ont aucun intérêt, dans le truc de la SACEM. Alors que c'est vraiment les défenseurs de l'ordre en place. Vous verrez qu'il n'y a pas une seule fois le mot ça les ravit. Bon, ça les ravit, on s'y attend, c'est pas des gauchistes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule fois la sortie du paradigme du droit d'auteur ou des propositions aussi folles que peut être l'IA dans la création d'un nouvel espace-temps politique et un espace-temps de création dans la musique, quoi. Les contributions dans ce numéro explorent cette ambition. Elles interrogent les monopoles et les alternatives. Encore une fois, un peu bof. Elles questionnent le gigantisme devenu horizon indispensable du spectacle vivant. Elles réfléchissent à ce que pourrait être une écologie de la création fondée sur la proximité, la coopération et la relocalisation des moyens. Elles cherchent les conditions d'une culture réellement partagée, capable de rompre avec les hiérarchies sociales, raciales, territoriales et symboliques qui continuent de structurer nos institutions. Au fond, une même conviction traverse ces pages, la musique n'est pas une marchandise comme une autre. Ça reste à prouver. Elle est un bien commun vivant. La défendre, c'est défendre la possibilité même d'une société ouverte, pluraliste et démocratique. Et on voit qu'en fait, ça, c'est genre un vocable automatique. C'est, si la musique existe, c'est parce qu'elle doit défendre une société pluraliste, démocratique et tout ça. Et en vrai, bah non. Désolé, non. Non, non, non. Dans une époque saturée par les logiques de concentration et travaillée par les passions réactionnaires, la question n'est plus seulement de savoir quelle musique nous voulons écouter, la question est de savoir dans quel monde nous voulons vivre. Ça, jusque-là, je suis d'accord. Et quelle culture nous voulons rendre possible. Oui, non, parce qu'il ne s'agit pas de faire le bandeur en mode je suis d'accord avec rien. Évidemment, on parle quand même de gens qui sont effectivement plutôt de gauche, même si pas assez pour moi. Enfin, en tout cas, je trouve c'est un petit peu limité. Ok, donc voilà, donc ça c'était l'édito de Pierre Jacquemin. Donc je rappelle que Pierre Jacquemin c'est le rédacteur en chef de Politis. Et donc on va passer maintenant au dur, qui est l'appel des cultures futures, et visiblement ils ont mis un logo en tout petit, qui, qui donc appelle à considérer les alternatives. Et moi c'est en fait c'est un petit peu envers ça que j'ai le plus d'attentes et bizarrement, c'est le truc que j'ai aussi le plus kiffé dans le numéro parce que, pour une raison tout à fait simple, qui est que, euh, bah en fait, eux ont plutôt des mots justes. Mais c'est là où je trouve que le cadre politique était peut-être pas forcément le plus intéressant, mais en même temps, c'était celui, je pense, qui devait ramener le plus de personnes. Parce que en même temps, tu fais un petit numéro chez Blast, bon, quoique en vrai, je pense que peut-être même plus de gens l'auraient lu. Je me demande. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que l'emballage politique finit par, moi je trouve, diluer leur message. Alors, la musique est un bien commun vivant. Elle naît partout. Dans les chambres, les studios, les quartiers, les clubs, les free parties, les conservatoires, les petites et les très grandes salles. La musique est hybride, ouverte, en perpétuelle transformation. Elle est un art populaire, pluriel, à milieu des fantasmes réactionnaires. En fait, déjà ça, moi je trouve que c'est déjà mieux. En fait, c'est-à-dire que je trouve que je capte, je sais pas qui c'est qui a écrit ça, j'aimerais bien savoir, mais je trouve que il y a un peu une prise de risque dans le fait d'être en mode elle est un art populaire. Parce que justement, on voit que le paradigme n'est pas le même. Et voilà. La musique traverse les espaces géographiques et personnels, les classes sociales. La musique est toujours en avance sur son temps. Ça, c'est très juste. En composant des nouveautés en direction du futur, elle fait apparaître des sons nouveaux, de nouvelles histoires, de nouveaux langages. La musique nous permet d'habiter collectivement au même endroit. Elle est une force immédiate de fédération et de commun. Et en fait, le fait de pas tout de suite l'ancrer dans un truc de démocratie, dans un truc de formalisme politique, ça fait que là, on s'attaque beaucoup plus à ce qui fait les caractéristiques de la musique, c'est-à-dire l'aspect fédération, l'aspect commun, qui moi je pense me paraît beaucoup plus juste pour décrire le phénomène musical en tant que phénomène social, phénomène culturel, euh, beaucoup plus que de le rattacher parce que dans plein de, par exemple, des musiques, je sais pas, j'aurais tendance à dire des musiques tribales ou des musiques qui viennent ailleurs, qui viennent d'ailleurs que du monde occidental, en fait, on n'est pas dans le paradigme de la démocratie. Et je trouve que c'est réducteur de mettre ça à chaque fois. Alors que dire que c'est du commun, que dire que c'est de l'ordre de la fédération, parce que même dans les phénomènes de trans, dans les free parties, on n'est pas dans le domaine de la démocratie. Je pense qu'il y a, enfin,
Comment dire? Moi, je trouve que ça a beaucoup plus à voir avec l'aspect de la fédération, du commun, de transcender un groupe, plutôt que de le réunir dans un ensemble politique occidental, créé pour l'occasion. Enfin voilà quoi. Je sais pas. Nous regardons l'élection présidentielle de 2027 avec inquiétude. Nous nous alarmons vivement du risque de basculement officiel du pays à l'extrême droite dans une poignée de mois. Nous, artistes et travailleurs, travailleuses de la musique, travailleuses si vous voulez, souhaitons prendre part activement à la résistance contre l'extrême droite et toutes les forces et partis réactionnaires à l'œuvre dans ce pays. Au nom d'une société désirable, nous refusons de laisser s'imposer des représentations fondées sur l'exclusion, le repli et la hiérarchie des vies. Les droites réactionnaires comprennent parfaitement le rôle de la culture. Elles savent que les récits collectifs précèdent souvent les lois. Elles cherchent à trier les existences, discipliner les corps, récupérer les traditions, désigner des indésirables. Le rap, les musiques traditionnelles, le monde de la nuit, les scènes queer le savent déjà, la musique est un champ de bataille démocratique. Bon. Il y a le droit à des petites erreurs de temps en temps. Je veux dire, c'est pas parce que tu plies une masterclass que t'as pas le droit de dire démocratie de temps en temps. On s'entend, évidemment. Évidemment. Mais effectivement, moi je trouve, enfin, ouais, bon, je l'ai déjà dit 6 fois, donc je vais peut-être m'arrêter là. Bref. Le projet de l'extrême droite, c'est le risque d'une mise au pas. Criminalisation ou répression de certaines scènes musicales, hiérarchisation raciste des musiques jugées légitimes ou illégitimes, fin des aides culturelles pour celles et ceux qui remettent en cause le mythe national et portent des discours progressistes, atteinte incessante contre la liberté de création. Depuis plusieurs mois, le monde de la culture se mobilise contre la concentration croissante des industries culturelles et médiatiques. Dans l'édition, le cinéma, la presse libre et indépendante, on alerte sur les conséquences d'un modèle où un nombre toujours plus réduit d'acteurs contrôle les moyens de production, de diffusion et de prescription des œuvres. Le monde de la musique n'est pas épargné par ce phénomène. La concentration y est devenue une réalité structurante où une poignée de groupes occupe une position dominante. Certains empires médiatiques et culturels montrent combien concentration industrielle, austérité et bataille réactionnaire des récits peuvent se nourrir mutuellement. En fait, j'ai jamais appris à lire à haute voix, je crois. Vraiment, ça me manque. Je crois qu'il faut que je retourne en grande section parce que je ne sais pas lire à haute voix. Genre, ça me trigger Prom Dog. Je pense à autre chose, je suis en train de faire ma liste de courses dans ma tête, c'est horrible. À cela s'ajoutent d'autres enjeux pesant sur les artistes et leur public. Les plateformes façonnent l'accès aux œuvres à travers leurs algorithmes. Ça, c'est quelque chose, c'est très compréhensible, merci. Ça, c'est quelque chose de très vrai. Je pense que c'est aussi les plateformes façonnent l'accès aux œuvres à travers leurs algorithmes. Alors, effectivement, on est d'accord à travers leurs algorithmes, mais ne serait-ce que les plateformes façonnent l'accès aux œuvres. Et ça, c'est pour moi une des dimensions genre, principales du travail sur la théorique sur la musique, c'est de penser l'accès au réseau. On y reviendra. Notez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra. L'intelligence artificielle ouvre quant à elle les grands... j'ai dévalé la pente. Des fonds d'investissement rachètent des catalogues comme des actifs financiers. Complètement. Complètement. Les grands groupes renforcent leur présence dans les festivals, les salles et les circuits de diffusion. L'intelligence artificielle ouvre quant à elle une nouvelle phase de captation de la valeur produite par les artistes. Cette évolution ne menace pas seulement l'économie du secteur, elle fragilise le pluralisme culturel lui-même. C'est là où aussi on voit qu'ils sont beaucoup moins d'élus quant à genre l'évolution des phénomènes, c'est que on sent aussi que chez eux c'est quelque chose qui avance quoi. C'est pas quelque chose qui arrive et d'un coup l'IA arrive et tout change. Non, tout change pas en vrai, genre c'est le fruit d'une évolution progressive. L'IA est une production du champ culturel, est une production du champ politique. Je veux dire, c'est aussi ça, du champ de l'innovation, quoi. La musique ne peut être réduite à une marchandise ou à un simple produit culturel. Elle participe à la vie démocratique. Bon, voilà, on a déjà dit ce qu'on en pensait. De la circulation. Néanmoins, en vérité, là, moi, je trouve que c'est moins d'élu de dire elle participe à la vie démocratique, effectivement, que dans le paradigme démocratique, ça reste quand même une participation utile. Enfin, on les remercie. Merci aux artistes. Merci à nous. De la circulation des savoirs, des mémoires et des visions du monde. À ce titre, son accès, sa production et sa diffusion relèvent d'un intérêt général. Cela suppose de soutenir les labels indépendants, les médias autonomes, les salles associatives, les festivals coopératifs et toute forme de mutualisation qui permettent de préserver la diversité culturelle. Cette réflexion impose aussi de remettre en cause le dogme du gigantisme comme seul horizon pour la musique et le secteur culturel. L'industrie musicale semble convaincue que le succès doit se mesurer à la taille des festivals, au record d'affluence et à la capacité de remplir des stades. Encore une fois, bah ça oui, complètement. Enfin, c'est aussi ça le problème, c'est que on est dans une sorte de système schizophrénique dans lequel t'as toute une partie de gens qui se plaignent d'un autre truc dont ils sont très contents, à savoir que bah, en vrai ça les arrange bien que ça continue d'augmenter quoi. Euh, 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 euh,
Une société démocratique, bon ça encore, a-t-elle davantage besoin d'un concert dans un stade ou de 100 salles réparties sur l'ensemble du territoire? Ça c'est tout à fait pertinent, bravo. Nous défendons l'idée d'une révolution écologique du spectacle musical industriel, ça c'est aussi juste. Non, on dirait que je suis un prof, oh là là, oh, je vais devenir un nazi, c'est un enfer. Non comme un recul de la création, mais comme une réorientation des moyens. Davantage de lieux à taille humaine, davantage de tournées territoriales, davantage de proximité entre artistes et publics. Cette transformation suppose également de regarder en face les inégalités produites par nos politiques culturelles, euh, qui continuent de nourrir les hiérarchies sociales, raciales et territoriales héritées de l'histoire coloniale et des mécanismes de domination qui traversent nos institutions. Ça, moi, c'est une question que j'aimerais vraiment réussir à mettre à l'agenda de la discussion, qui est la question de, comment dire, du rapport communautaire à l'institution, on va dire. De comment les communautés entretiennent des rapports aux institutions, qui sont forcément des rapports contrastés, qu'on pense aux communautés noires notamment, mais ne serait-ce que même en fait, je sais pas, genre les femmes par exemple, la communauté des femmes. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, le fait qu'il y ait une large communauté de gens qui se retrouvent confrontés à une institution qui pas forcément répond à leurs besoins, qui aussi ont, a des buts politiques racistes, sexistes et tout ça, et qui malgré tout conservent la possibilité de les empêcher de produire de l'art. Donc effectivement, cette question de la domination via l'institution, je pense que au terme et à l'écriture d'un programme politique, comme ça devrait être le cas, je pense que c'est une des questions qui doit le plus nous préoccuper. Comment est-ce qu'on construit des institutions? Et ça, par exemple, je pense que les réflexions de la Gannerie sont hyper intéressantes. Comment est-ce qu'on construit des formes d'institutions qui s'inscrivent et qui transforment les acteurs pour les orienter vers autre chose? Et les orienter vers une production de contenu, une production de justice aussi. Voilà. Vis-à-vis de tous ces trucs-là. Nous souhaitons tisser des liens de solidarité pour viser une culture réellement multidimensionnelle. Ça, c'est trop stylé, le côté multidimensionnel, je trouve que c'est vraiment très bien dit. Libérer des dynamiques racistes, sexistes, classistes, LGBTQIA+, phobes, favorisées par le système actuel. L'heure n'est plus à la simple résistance. Nous avons besoin d'un projet commun, une culture fondée sur la coopération plutôt que la concentration, sur la proximité plutôt que le gigantisme, sur les communs plutôt que les monopoles. Nous ne voulons pas seulement dénoncer la concentration, nous voulons organiser la déconcentration. Ça, bien. C'est bien, franchement, super. Bravo, super. Super. Reprendre la musique aux machines, c'est ouvrir des cultures futures. Alors c'est là où moi je vais pas être forcément... Enfin, bon, je me déteste quand je fais ça en fait. Alors, moi, c'est là où je vais pas être tout à fait d'accord. C'est vrai que reprendre la musique aux machines. Non, mais c'est que, en fait, on ne peut pas imaginer la création musicale sans les machines maintenant. Je veux dire, ça fait partie pleinement du paradigme. Je trouve que la formule est un petit peu maladroite, si je peux me permettre. Voilà, c'est une petite note de bas de page comme ça. C'est gratuit. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends la volonté de dire à reprendre le paradigme, l'humanité de la musique et tout ça machin. Je suis encore un peu en hésitation sur à quel point c'est important comme critère de revalorisation de la musique que de la valoriser comme étant 100% humaine. Et on y viendra tout à l'heure parce que justement les labels indépendants apparemment sont dans une dynamique de valoriser la création humaine. Mais pas dans le sens... Enfin, on peut se dire bah oui c'est cool, ils ont raison, évidemment. Mais en fait je crois que c'est plus précis que ça, c'est que c'est aussi une réponse à ce qui est produit par le capitalisme. Et donc du coup je crois que c'est insuffisant. Mais ça reste un peu une institution qu'il faudrait que je continue. Il faudrait que je continue à approfondir. La culture n'est pas un marché comme les autres, comme un autre. Elle est l'un des conditions d'une société heureuse, absolument. Elle doit être libre, plurielle, contradictoire. Ça, c'est oui. Nous, artistes, techniciennes, techniciens, travailleuses de la musique, souhaitons nous inscrire dans la lutte contre cette propagation réactionnaire en cours. Nous, artistes, techniciens, techniciennes, travailleurs et travailleuses de la musique, souhaitons prendre part à la réflexion et à la construction de futurs souhaitables. Rassemblons-nous, faisons converger nos forces, au-delà de nos scènes, de nos esthétiques et de nos secteurs. Relions la musique aux autres champs de la culture, de la recherche, des médias indépendants et de la société civile. Pesons dans le débat de la campagne présidentielle et construisons ensemble les solidarités capables d'ouvrir d'autres voies possibles. Sur la fin, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont des perspectives sur l'élection. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, je trouve que peut-être pour moi, c'est là aussi où on s'enterre et on s'empâte un petit peu dans des formes qui n'ont plus d'efficacité vis-à-vis du champ politique actuel.
c'est que notamment, ne serait-ce que sur les trucs de l'écologie, sur toute une partie, mais même la sécurité, tous les sujets spécifiques, on va dire. Pas spécifiques dans le sens un peu niche, dans le sens juste où on accorde de l'importance qu'à eux. Il y a toujours une revendication d'un débat, comment dire, genre d'un débat transpartisan sur le sujet. Genre, ils vont demander à ce que il y ait tant de personnes. Enfin, il y avait eu un débat autour de l'écologie exprès pour tous les candidats, et tous les candidats s'étaient retrouvés à euh, qui est un peu le paradigme de dire on va inviter tous les gens, on va faire tous ensemble un petit débat pluriel et démocratique, et on va mobiliser les candidats et les forcer à appliquer leurs promesses. Ça ne marche jamais. La vérité, ça ne marche jamais. En fait, on est obligé de constater que ça fait 3 élections présidentielles qu'il y a des débats spéciaux écologie sur France Info avec tous les candidats de l'écologie. T'as depuis les municipales, les européennes. Les européennes, il y avait eu un giga débat sur l'écologie. Canicule. Après, je veux bien, je vais un peu vite. Mais il faut quand même constater que c'est inefficace du point de vue de la lutte politique. Et du coup, de s'inscrire dans ce genre de perspective en disant pesons dans le débat, imposons nos idées, imposons tous ces trucs-là, ben en fait, c'est aussi se remettre dans ce qui a construit notre impuissance par le passé. Et du coup, de fait, c'est aussi s'inscrire dans un truc qui ne mène à rien en fait. Enfin, genre, t'es obligé de constater que de facto, ça n'aboutira pas. Parce que ça ne permet pas, les gens ne vont pas. Comment dire? Je dis beaucoup, comment dire? Je trouve pas beaucoup mes mots. Bref. Les gens ne vont pas, du jour au lendemain, parce que tu les réunis autour d'une table, se mettre à respecter ce qu'ils racontent. Ça marche pas comme ça. Et notamment dans la question politique et dans la question du débat, quand t'as un retaillot qui va venir à ton débat, enfin, à part s'ils décident d'exclure les gens des clans réactionnaires, mais même s'ils le font, je suis pas sûr que ça ait vraiment une véritable efficacité. Je veux dire, s'il y a un retaillot qui se pointe et qui dit, bon, bah moi je vais diminuer de 50% l'offre et les subventions attribuées à la culture, ben tu vas lui dire, oui monsieur, bah d'accord monsieur, bonne journée monsieur, parce qu'en fait il n'a rien à te dire de plus. Et il respectera ses promesses, t'inquiète pas. Donc je me demande à quel point c'est pas plus utile d'aller se mettre dans un camp déjà et de travailler ce camp de l'intérieur pour le forcer à se plier, à discuter. Et moi, moi sincèrement, ça va être ça ma stratégie pour 2027. Déjà que je suis militant France Insoumise depuis 2017 maintenant, que je suis un zinzin soumis jusqu'au bout, que hein. Alors cette fois-ci en plus, je trouve qu'il y a une importance à travailler le champ de l'intérieur. Et pas encore s'en remettre à des perspectives de non, mais on va faire le petit débat pluriannuel, machin et tout. Non, ça va pas marcher. On est obligé de s'inscrire dans des luttes et dans des rapports de force avec des instances, dans des partis, malheureusement. Ou alors mener un truc complètement à côté. Et s'inscrire vraiment dans la contre-culture. Parce que c'est ça, moi, je trouve qu'il y a une forme de. Je comprends complètement les gens qui sont en mode, mais c'est de l'électoralisme, ça n'a aucun intérêt. Complètement. Dans ce cas-là, inscrivons-nous complètement à l'inverse, et dans ce cas-là, sortons du paradigme électoraliste et produisons du contenu à l'écart de ça. Je suis pas convaincu non plus. Mais pour autant, ça a la force de ses ambitions. Ça a la force en tout cas d'ignorer une partie du champ politique. Voilà. Il est quelle heure là? Il est 21h30. C'est parfait. J'ai fait 1% de mon programme. C'est bien, on aura des choses à faire la prochaine fois aussi.